certaine manière. Donc, c'est simplement pour dire que le Forsem, Zahir Harir et Tar, qui n'est pas encore là, Tar Kalfoun, et il est toujours en retard, et Monique Ozou, qui a la gentillesse de nous accueillir sur son site. Donc, le Forsem et les personnes que j'ai mentionnées, et moi-même aussi, en tant qu'introducteur, nous sommes très heureux de vous accueillir, Kenza et Salaheddin, pour nous parler d'un ouvrage en particulier qui vient de sortir, que vous avez écrit, Maroc, justice climatique, urgence sociale. La bande, merci de le montrer. La bande-annonce était déjà un digeste, si j'ose dire, du dossier qui va suivre, le raccourci du livre qui est paru à la maison d'édition, en toutes lettres à Casablanca. Aussi, je vais me contenter de présenter rapidement nos deux amis, nos deux interlocuteurs. Kenza, vous êtes journaliste, critique littéraire et éditrice. Vous avez travaillé pour le journal hebdomadaire, mais aussi vous continuez à écrire dans Tel Quel, dans l'Économiste, dans Economia. Vous contribuez aussi à Ribat el-Koutoub, et vous êtes l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de plusieurs ouvrages qui ont creusé leur sillon au Maroc. Votre thèse qui portait sur Souffle 1966-1973, Espoir et révolution culturelle au Maroc, aux éditions du Sirocco. Ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que tous les deux, vous publiez au Maroc, vous n'êtes pas en train de solliciter Gallimard, Le Seuil, ou une maison d'édition en France. Vous êtes vraiment dans le débat au Maroc, sans chercher des points d'appui ou des sinusoïdales qui passent par ailleurs. Vous avez beaucoup écrit sur Casablanca, je ne vais pas citer tous vos ouvrages, mais l'un en particulier, en collaboration avec Leila Slimani, la romancière qui est autrice de Le pays des autres, Casablanca ni d'artiste. Et puis, avec Hichem Oudaïfa, vous avez lancé la maison d'édition En toutes lettres, où est publié votre dernier ouvrage avec Salaheddin Lemezi. Et j'attire l'attention de tous les auditeurs sur cette maison d'édition qui nous est connue déjà par plusieurs passages de Hichem Oudaïfa, en particulier avec un livre qui nous a tous profondément marqués, D'autres femmes, d'autres mulets, enquête sur les portraits de femmes, non pardon, je saute une ligne, D'autres femmes, d'autres mulets, les oubliés du Maroc profond. Alors, je voudrais simplement ajouter que vous êtes co-autrice avec Salaheddin Lemezi, journaliste indépendant, c'est comme ça que vous vous présentez, basé à Casablanca. Moi, je vous avoue que ne suivant pas de très près l'actualité au Maroc, c'est par l'excellente revue électronique Orient 21 que j'ai pu avoir grappiller des données pour vous présenter. Si elles sont incomplètes, n'hésitez pas à me corriger. Vous avez suivi, entre autres, la 22e conférence climatique, la COP 22 à Marrakech en 2016. C'était une drôle d'idée de la tenir à Marrakech avec ses piscines de luxe et ses golfs qui pompent l'eau, mais vous allez en parler certainement, donc je n'irai pas plus loin. Vous avez pratiqué des enquêtes sur la condition des mineurs de fond et de surface dans le sud-est du Maroc. Vous avez aussi enquêté, vous êtes au fond essentiellement un journaliste d'investigation, si j'ai bien compris, enquêté sur les ouvriers agricoles, les ouvriers agricoles aussi, très loin de l'agro-business qui se porte bien. Nous savions déjà par Hichem Oudaïfa que quand on mange des oranges de Berkane sur tous les marchés en France, on sait ce qu'il y a
par derrière, on n'est pas dupe. Vous nous avez parlé de Omar Radi et vous enquêtez aussi, vous parlez beaucoup, enfin vous travaillez beaucoup sur l'exercice du métier de journaliste dans le Maroc d'aujourd'hui, qui n'est pas facile, comme vous l'avez rappelé. Vous êtes le cofondateur du média digital indépendant An-Nas, les gens, et président de l'association des journalistes des migrations au Maroc, RMJM, Réseau marocain des journalistes des migrations. Alors, si j'avais simplement à terminer par un raccourci, je dirais que tous les deux, vous êtes sur la frange de l'intelligentsia critique au Maroc. Il y a une intelligentsia établie, dont Mohamed Xikes et Fatima Aitmoui ont dressé le portrait collectif dans un ouvrage qui date de 2015. Et puis, il y a une intelligence qui échappe, je crois, enfin, qui est à la marge de cette intelligence qui constitue une sorte d'establishment au Maroc, dans une position qui n'est pas facile à tenir vis-à-vis du palais et du régime. Mais vous êtes carrément à la marge et nous sommes donc particulièrement heureux de vous écouter aujourd'hui parce que c'est plus difficile de vous entendre que d'autres. Et voilà, je crois que c'est votre dénominateur commun, Nas, les gens, pas un chab, pas un peuple mythifié, doté d'une auréole de sacralité, comme chez des penseurs marxistes-lénistes établis ou bien chez les islamistes, mais les gens, la concrétude des gens, aller au cœur des gens, enfin, leur faire remonter leurs paroles. Si j'avais peut-être un parallèle à faire avec la France, je dirais que vous êtes proche d'une journaliste écrivain comme Florence Aubenas, mais je ne sais pas si ce parallèle vous plaît. C'est à vous de parler maintenant, je m'arrête. Ah bah, c'est un honneur d'être présenté par vous, cher Daniel. Merci, merci vraiment de vos mots. C'est un très grand honneur d'être mis sur le même plan que Florence Aubenas parce qu'on a une immense estime pour le travail de terrain qu'elle fait et puis pour son style. Et modestement, on essaye aussi de nous engager dans ce domaine du journalisme narratif. Comme vous avez mentionné, on publie au Maroc parce qu'on estime que ce qu'on a à dire s'adresse d'abord à nos concitoyens. On partage Salahdine et moi, et Hicham et tous nos amis qui contribuent aussi à ces projets de livres. On a en partage l'idée que ce qu'on fait est d'utilité publique, concerne avant tout le débat public. On s'adresse à l'intelligence de nos concitoyens et qu'on essaye de leur donner des éléments pour se former une idée sur des questions qui les concernent, dont ils vivent déjà les effets. Et donc, c'est comme ça qu'on cherche à travailler. Donc, oui, publier ici s'impose pour être accessible, pour déjouer un mécanisme de censure qui est la censure à l'importation, un deuxième mécanisme de censure qui est le coût du prix du livre importé, qui est beaucoup plus élevé que le livre marocain. Alors oui, on se coltine les problèmes de diffusion. Oui, ça n'est pas facile d'être à la marge, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire un travail. Nous arrivons à faire ce travail. On ne travaille pas sur les questions qui fâchent. On n'a pas la possibilité de travailler sur la fortune du roi, par exemple, sur d'autres sujets très problématiques considérés comme des sujets de souveraineté, notamment sur le Sahara. Mais quand on parle des gens, on peut passer. Alors évidemment, ça chiffonne, mais c'est entendu. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais on a la possibilité de laisser ces livres, de les faire exister, de les faire parvenir à un public qu'on cible principalement comme relais d'opinion. Nous avons bien conscience qu'en publiant en français au Maroc, le français est une langue de caste. On ne touche pas les milieux les plus populaires comme on pourrait le faire par le podcast ou par l'arabe, sachant que les livres en arabe sont encore plus mal diffusés que les livres en français, qu'il y a
un, un maintien délibéré de la chaîne du livre dans un domaine d'informel total et de non-organisation qui obtient des effets beaucoup plus efficaces que des mécanismes de censure. Donc, c'est quelque part une censure par l'économie qui existe, mais malgré tout, bon an, mal an, on arrive à atteindre déjà nos propres collègues, mais aussi la société civile qui nourrit profondément notre projet éditorial parce que parler des conditions de vie des gens, on peut le faire aussi grâce au travail de terrain qui est fait inlassablement par de grandes ONG qui ont un ancrage ancien et qui sont en mesure aussi de documenter notre société, mais aussi de documenter, d'être une force de proposition pour montrer qu'on n'est pas seulement dans la gestion de l'urgence, mais qu'on est dans une réflexion sur comment cette société peut aussi faire face à certaines situations, quels seraient les plaidoyers à apporter à la connaissance de nos pouvoirs publics pour améliorer la situation. Donc voilà, donc je pense que notre projet éditorial s'adresse principalement à notre société à travers ces relais d'opinion qui sont actifs et en lien avec le terrain. Nous travaillons aussi beaucoup avec les professeurs. Le fait d'écrire en français nous a rendu très accessibles auprès, par exemple, des publics des lycées français qui sont quelque part en charge de la formation de la bourgeoisie marocaine. Bon, nous n'arrivons pas à atteindre les lycées publics marocains, malheureusement, parce que là, pour être programmé, c'est tout un parcours du combattant pour pouvoir. Il faut passer par l'académie, avoir des autorisations. Enfin, on n'y a toujours pas réussi. Par contre, on est très souvent invité par les documentalistes des collèges et des lycées français pour aller à la rencontre des élèves, de leur proposer des ateliers d'écriture, de leur proposer des débats sur le métier de journaliste, sur les questions qu'on aborde dans nos livres. Et quelque part, c'est aussi très, très bien parce que ça nous permet de toucher les élites économiques du Maroc qui sont souvent extrêmement déconnectées des réalités sociales. Et donc, on estime qu'on fait à la fois un travail d'information à destination des gens qui sont en charge du changement social dans notre pays, mais aussi un travail de reconnexion des élites francophones avec leur terrain. Et évidemment, le fait de donner à lire dans un français accessible, on veille énormément au niveau d'accessibilité de la langue, c'est aussi un outil d'apprentissage parce qu'on a bien conscience qu'il y a une hiérarchie des langues qui existe de façon extrêmement problématique dans notre pays. Le français est la seule langue qui n'a aucune existence au niveau constitutionnel au Maroc, mais qui est absolument indispensable pour pouvoir avoir une carrière importante. Les choses sont en train de changer parce qu'en réaction à cette position de langue de caste qui est celle du français, de plus en plus de jeunes se tournent vers l'anglais, qu'ils apprennent en autodidacte sur YouTube, Netflix, etc., et qui leur permet d'être la langue refuge en fait dans une hiérarchie sociale qui serait à leur désavantage. Donc proposer des livres comme ça, c'est aussi une façon d'inciter les gens à se réapproprier cette langue et à l'apprendre à travers des livres qui parlent de leur réalité. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur notre projet éditorial et puis peut-être que Salah a envie de rebondir sur ça parce que quelque part c'est ce que tu fais par le biais de NAS. Merci Kenza et merci Daniel Rivet pour la présentation aussi. Et je me joins à Kenza, très, très ravi d'être associé ou d'être comparé à ce que fait Florence Obna, qui est parmi les gens que j'admire et que je lis avec grand intérêt. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une nécessité, on est dans un moment, et c'est valable pour le Maroc comme pour beaucoup de parties dans le monde, notamment en France ou en Europe, où il y a une nécessité de réinventer le journalisme, en tout cas la prise de parole publique aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle avec ce que fait En Toutes Lettres, les petites initiatives, par exemple, moi, ce que j'ai lancé avec NS, Poema ou d'autres choses qui se font. Par exemple, il y a un contributeur du livre qui s'appelle Soufiane Hennani qui fait un podcast
dédié aux questions de masculinité. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui se font entre les médias, l'édition, l'art et la culture, et qui sont certes dans la marge, et ils s'assument dans la marge. Nous sommes, heureusement qu'on est dans la marge pour avoir une marge critique, et aussi de poser un acte de résistance intellectuelle et journalistique à ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on est bien d'accord qui n'arrangent pas, qui ne vont pas dans le sens où devraient être les choses. Sur les questions du climat, on est bien d'accord. Ça, c'est un point c'est un sujet qui met d'accord beaucoup de gens sur ce qu'on va vers un désastre climatique, et les rapports du GIEC le montrent à chaque fois. Donc, moi, je vais présenter la démarche du livre, si vous permettez, et ensuite la démarche sur mon papier, le reportage que j'ai réalisé sur la ville de Mohammedia, qui se situe entre Casablanca et Rabat. Donc, c'est une ville, pas dortoir, mais une ville intéressante, une belle ville qui se situe à 30 km, 20 km de Casablanca, une ville côtière. Donc, la démarche du livre est intéressante, et je remercie Kenza et Hicham de penser à cette démarche, qui est une démarche d'abord collective, une démarche de mettre en commun. C'est important. Je pense que les journalistes ne détiennent plus la vérité, on n'a plus le monopole ni de la vérité, ni aussi de la production de l'information. Donc, c'est bien que dans les auteurs, vous allez trouver à la fois des journalistes, des jeunes doctorants, chercheurs et des universitaires. Et on va mettre en commun ces savoirs-là, parce que le savoir, notamment sur le climat, est complexe. Mes connaissances sur le sujet sont tellement minimes que je ne pourrais pas donner une information exacte sur ce sujet si je ne m'appuie pas sur la recherche universitaire, et cette démarche est salutaire. Autre chose, c'est l'esprit du terrain, c'est dit comme le disent les éditeurs, l'esprit du terrain. Au-delà de mes convictions, moi, personnelles, militante, entre guillemets, c'est le terrain qui juge. C'est le terrain qui nous amène à aboutir à des conclusions. C'est grounded theory. Il faut aller sur le terrain, il faut aller vers les gens, vers les nas, leur faire parler. C'est ça l'intérêt de ça. C'est ce que fait Hicham avec d'autres femmes de Mulé, sur les enfants, etc. Donc, c'est un peu la démarche du livre, et ça rejoint ce que j'ai essayé de faire du reportage, et aussi de confronter ma propre vision des questions climatiques, de la justice climatique, avec la démarche du terrain. Donc, en 3 points, je voudrais développer en 3 points succincts, avec un seul fil conducteur, la justice climatique et justice sociale au Maroc, à mon avis, rime nécessairement avec choix démocratique et délibération populaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder la question environnementale d'un point de vue technique. Le technique ne suffit plus. L'ingénierie de l'environnement ne suffit plus pour aborder ces questions-là. Ça demande d'apporter aussi des questions politiques, parce que les questions climatiques, c'est des questions politiques, comme vous le savez. Donc, la justice climatique implique une écologie politique et écoféministe. C'est ma vision des choses. En termes clairs, une vision des actions qui apportent une réponse, et disons-le, le terme radical. Il faut une réponse radicale au désastre actuel, sinon on va vers le désastre. C'est les scientifiques qui le disent, année après année. Donc, moi, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait dans le livre? Donc, au départ, je devais faire un reportage sur le bétonnage du littoral de la région de Casablanca. Il y a beaucoup de constructions qui se construisent maintenant dans la zone côtière qu'on appelle ici Sidi Barbouazza, qui est devenue une zone de la bourgeoisie casablancaise, ou de la classe moyenne, avec des projets immobiliers massifs qui sont en train de détruire cette côte et sa biodiversité. Donc, c'était ça l'idée de départ. Donc, j'ai pitché l'idée à Kenza et Hicham, dire OK, ça marche. Mais moi, j'avais un biais dans ça, parce que je considérais en fait que pour les gens, les agriculteurs et les paysans qui vivaient sur ces terres, ça ne les arrangeait pas, en fait, ce bétonnage. Alors, en faisant un premier terrain, donc en allant rencontrer les paysans, pour eux, en fait, la vente de leur terrain était une délivrance de leur point de vue. Donc, ces paysans pauvres considéraient que le fait de vendre leur terrain, qui peut paraître de manière exotique, que les paysans ne veulent pas vendre leur terrain, mais en fait, ils vendent bien leur terrain. Et ils sont bien contents d'empocher l'argent des promoteurs immobiliers. C'est bien triste, certainement,
mais c'était le seul moyen, selon eux, de sortir d'une certaine misère sociale. Donc j'étais devant un dilemme. Voici une situation où on constate une destruction du littoral, donc une prédation foncière de masse. Ça, c'est clair, on le voit, c'est visible à l'œil nu, mais que les habitants eux-mêmes, les premiers concernés, ne voyaient pas de mauvais œil. Au contraire, ils étaient demandeurs pour quitter ces terres qui étaient synonymes pour eux de pauvreté. En fait, en travaillant sur cette première idée, en fait, j'étais biaisé par un regard qu'on a aussi au Maroc, que nous réfléchissons beaucoup trop à la question environnementale et écologique avec les mêmes termes de débat qu'en Europe ou ailleurs dans le Nord. En fait, les termes se réapproprient un discours, une rhétorique et des questions, des débats qui viennent du Nord sur les questions du climat parce qu'on n'a pas beaucoup réfléchi sur ces questions-là ou écrit sur les. On a un mouvement écologiste marocain, il existe, c'est des acteurs très très importants. D'ailleurs, il y a des interviews réalisées par Hicham avec ces activistes, mais on n'a pas réfléchi au terme du débat. D'ailleurs, Daniel Rivet a fait bien de mentionner la COP, qui était un moment désastreux pour le mouvement écologiste, parce qu'on a vu l'arrivée d'associations qui n'ont rien à voir avec l'écologie et qui se sont appropriées ces questions-là avec beaucoup des pratiques autoritaires. Donc, on a vu l'État qui a créé même des associations pour aller sur le. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Donc, je devais changer de sujet. Donc, moi, je vous raconte un peu les coulisses, comment ça s'est fabriqué ce livre. En tout cas, pour mon papier. Donc, je suis allé partir chez Hicham et là, j'aurais dit, en fait, mon sujet ne tient plus. Donc, je dois changer de sujet. Donc, je vous propose de travailler plutôt sur la pollution atmosphérique à Mohammedia, qui n'est pas un sujet nouveau. On sait que la ville de Mohammedia est une ville polluée, parmi les villes les plus polluées au Maroc, donc, en raison de la présence d'une centrale à charbon qui existe depuis de longues années, qui produit de l'électricité pour la ville de Casablanca, et aussi une usine de raffinage qui maintenant elle est à l'arrêt parce qu'elle est en liquidation judiciaire, qui est l'usine de la Samir, qui est la seule raffinerie de pétrole au Maroc. Donc la ville est polluée, ça c'est on connaît ça, mais je voulais partir du point de vue des habitants, en fait, de challenger un peu l'idée, oui, qu'il y a une pollution dans la ville, mais en fait, les habitants de la ville s'accommodent bien, entre guillemets. En fait, ils protestent contre la pollution, mais ils ont un dilemme cornélien entre des emplois dans cette ville, qui est Mohammedia, créés par des industries polluantes, et la pollution, où il y a un mouvement contre la pollution, notamment un mouvement de femmes qui protestaient contre ce qui s'appelle la fumée noire, qui se dégageait le soir en raison de l'activité de la centrale à charbon. Donc, je suis parti voir les travailleurs des usines polluantes et aussi faire parler les habitants. Les travailleurs de ces usines sont aussi des habitants de la ville. Donc, l'idée, c'était de questionner l'injustice climatique parce que la ville de Mohammedia est victime de l'injustice climatique. C'est un des symboles de l'injustice climatique. Parce que l'énergie que produisent les centrales de charbon à Mohammedia, il sert d'abord les grandes villes, les grands centres urbains comme Casablanca et aussi toute la frénésie qu'on voit, les gaspillages électriques qu'on a à Casablanca et donc les grands projets qu'on voit à Casablanca. Donc pour moi, Mohammedia est un exemple de cette injustice climatique qui se traduit aussi par une injustice sociale. Parce que Mohammedia est une ville qui est une ville qu'on présente comme classe moyenne, mais qui connaît un grand taux de pauvreté et une paupérisation, notamment parce qu'il y a une désindustrialisation. La ville a connu un mouvement de désindustrialisation. D'ailleurs, l'arrêt de cette raffinerie qui est la Samir a créé un vrai désastre, en fait un choc social énorme où il y a une perte d'emploi de 3000 emplois qui ont été perdus du jour au lendemain, donc avec une crise économique dans la ville. Donc, l'angle du reportage, comme j'ai dit, était de faire dialoguer acteurs de la défense de l'environnement et les travailleurs, donc de ces centrales et ailleurs, autour des droits humains et autour du destin de la ville. Donc, Mohammedia, par exemple, quand j'ai parlé avec un syndicaliste de la Samir, qui est une entreprise donc responsable de pollution, il me disait, et c'est là où on arrive au choix démocratique, parce qu'il me disait, en fait, notre usine, elle recevait des gens qui faisaient du contrôle, des commissions de contrôle. Sauf que ces commissions-là ne faisaient pas leur travail, ou bien ils étaient corrompus par les entrepreneurs, par les capitalistes de cette raffinerie qui est détenue par un Saoudien, un holding saoudien, une holding en propriété d'un homme d'affaires saoudien.
Donc, mais jamais des décisions contre la pollution qui n'ont jamais été prises. Donc, on prenait quelques échantillons et probablement quelques enveloppes et pour faire taire la pollution. Donc, voilà un peu la démarche. Je serais ravi de vous écouter aussi, d'avoir vos questions. Je ne voulais pas aller trop. Je voulais pas dire beaucoup de choses pour ne pas alourdir la discussion. Mais un dernier point, c'est aussi ce texte-là m'a fait réfléchir sur de rompre la dichotomie entre environnement et économie, entre nature et humain. En fait, beaucoup de discussions, quand on va discuter avec les officiels, et quand j'ai discuté avec les officiels dans le papier, on va dire, mais en fait, il y en a besoin de travail dans la vie, on a un problème économique dans la vie, mais ces industries doivent continuer à exister. En fait, résoudre cette opposition passe par reconsidérer l'humain qui fait partie intégrante de la nature. Cette idée revient aujourd'hui au devant de la scène, on le voit, soit en Amérique latine, les mouvements environnementalistes en Amérique latine, on le voit aujourd'hui, qui pensent d'abord l'existence des êtres humains comme la nature qui fait partie de l'existence des êtres humains et non pas comme la nature qui est juste une source d'exploitation. Donc voilà, j'espère que j'étais plutôt clair et je reste à votre disposition. Merci Salah. Ce que tu as exposé pour la ville de Mohammedia est une constante, c'est un des fils conducteurs de tout le livre parce que Khadija Maharaz, qui étudie la pénurie en eau dans le Souss, montre aussi à quel point des projets, notamment un projet de dessalement dans un village au sud d'Agadir, est conçu pour alimenter la région d'Agadir, qui est connue pour son tourisme, ses golfs, et ces mesures délirantes, alors que les gens de la région doivent creuser de plus en plus profondément pour avoir accès à l'eau, et cette usine de dessalement ne fait absolument rien, ne bénéficie absolument pas aux riverains. La même chose se passe aussi à Tasselmont, c'est ce qu'a décrit Oumaï Majmad, parce qu'il y a une grande centrale Nour, un projet dit d'énergie verte, qui n'est pas si vert que ça, parce que manifestement les intrants pour la production de cette énergie ne sont pas verts du tout et en plus sont très coûteux. Mais en plus, cette centrale a déstabilisé tout un équilibre économique qui donnait une participation et un pouvoir économique aux femmes. Et la centrale n'a pas créé d'emploi pour les gens de la région. Toute l'économie associative qui avait été mise en place au profit des femmes et a été extrêmement précarisée parce que les hommes sont allés travailler plus loin puisqu'ils n'étaient pas recrutés, et donc du coup c'était eux qui faisaient les intermédiaires, qui commercialisaient les tapis que tissaient les femmes ou les produits qu'elles avaient besoin de mettre sur le marché, et sans faute de vendeur, comment on fait quoi. Donc sans oublier le fait que la région, il y a apparemment un problème d'écosystème qui fait qu'il y a des coups de vent de sable régulièrement et qui vont obstruer tous les panneaux solaires. Donc, il faut pomper dans les nappes phréatiques pour nettoyer les panneaux solaires. Ce n'était pas prévu au départ. Donc, c'était visiblement la mise en œuvre du projet. Non seulement elle a été faite sans les populations locales, mais en plus, ça finit par créer de sérieux problèmes à ces populations. Il y a une analyse aussi sur la question des déchets, vraiment du lien entre les préoccupations environnementales et des préoccupations de démocratie, c'est que les aberrations dont on subit les conséquences au quotidien dans nos villes tiennent au fait qu'il n'y a aucune consultation des usagers et qu'il serait souhaitable peut-être de l'instaurer, peut-être à l'écoute des citoyens pour qu'ils puissent être eux-mêmes non seulement sensibilisés et responsabilisés, mais faire remonter les bonnes pratiques, éviter les pratiques de gaspillage, valoriser des métiers qui sont aujourd'hui des métiers extrêmement précarisés. Par exemple, il y a des personnes qui font un tri dans les ordures, on les voit au quotidien avec des chariots
qui ramassent les bidons de plastique ou tout ce qui est bois, verre. Voilà, donc ce tri, il est fait, mais il est fait de façon totalement informelle par des gens qui sont dans la plus noire précarité, qui n'ont aucune sécurité sociale, alors qu'ils manipulent quand même, ils ont les mains dans les poubelles en permanence, quoi. Donc ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de protection sociale, ils ont rien, ils sont méprisés, alors que quand même, il y aurait beaucoup à faire pour valoriser les acteurs qui ont déjà une sensibilité au domaine. Il faut leur donner un statut, il faut leur donner des salaires, il faut leur donner une couverture sociale et puis apprendre aux gens à faire le tri, c'est quand même pas si compliqué. Merci pour votre démarche à l'un et à l'autre qui fait l'aller-retour entre l'exposition d'un projet, d'une méthode, aller aux gens jusqu'à celles ou ceux qui font le tri dans les ordures, ou les femmes et les hommes à Mohamedia, d'un côté ceux qui travaillent dans les raffineries et puis celles qui respirent les vapeurs. Je pense que vous avez été suffisamment précis, documenté, pour que maintenant une discussion s'engage entre vos auditeurs et vous. Et donc la parole est aux personnes présentes, y compris à celles ou à ceux qui ne, les personnes non, à celles qui n'ont pas ouvert leur lucarne. Je ne suis pas du tout habitué à ce genre de discussion. Je suis de l'ancienne école du présentiel et pas du distanciel, mais je me permets de demander à celles ou à ceux qui, dont la bobine n'apparaît pas, de bien vouloir intervenir en tous les cas et poser des questions, s'il vous plaît. Réagir en tous les cas. Entrer en discussion, en dialogue avec nos invités. Oui, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Oui, je suis Anne-Marie. Je suis née à Mohamedia en 52, où j'ai fait toute ma scolarité primaire jusqu'en 6e. Je suis allée au Maroc la dernière fois en 2016. Et en effet, j'étais effarée par toutes les constructions que vous avez évoquées tout le long de la côte, des constructions balnéaires quoi, pour le tourisme. Et j'ai vu que la Samir était fermée, enfin, il me semble. Hein. Et on m'a beaucoup parlé de la pollution. Et ce que je voulais savoir, c'est, bon, bien sûr, on sait très bien que c'est difficile de se faire entendre, mais est-ce que quand même il existe des petites associations, parce que moi, les gens que je connais, qui à mon avis ne sont pas militants, est-ce qu'il ne parlent pas d'action, hein, mais est-ce qu'il existe des actions quand même, des petits groupes informels qui s'expriment à côté de vous? Merci pour votre question et ravi de rencontrer une native de Mohamedia. Oui, non, mais dans le livre d'ailleurs, je le mentionne, il y a à Mohamedia l'intérêt aussi de Mohamedia, c'est qu'il y a un mouvement écologique et très, très dynamique, parce que la ville a été touchée très tôt par la pollution du fait de la Samir et de la centrale de charbon. Et notamment, d'ailleurs, je cite une grande dame de la ville, très mobilisée, qui s'appelle Nadia Hmeiti, qui a été mobilisée sur 2 fronts, sur le bétonnage des dunes de Mohamedia du côté de la région de la Siesta, du côté de la Siesta, qui est du côté de, si on va vers les Sablettes, vers le nord, vers le nord, et donc très mobilisé, et aussi mobilisé sur la fumée noire. Le mouvement contre la fumée noire qui a eu lieu entre 2019 et 2020, donc ça a atténué en raison de la pandémie. C'est un mouvement assez exemplaire, parce qu'il a ratissé large. Et donc il y a un intérêt de ça, il y a un intérêt autour de ça, mais c'est ça, le mouvement est pris en tenaille entre ces questions de choix économiques, de travail, et des questions écologiques. Alors que pour moi, c'est un faux dilemme, parce qu'on peut avoir du développement économique sans avoir une pollution. Parce que, par exemple, sur les centrales à charbon, si l'ONE, qui est l'équivalent d'EDF au Maroc, donc l'ONE, c'est le producteur public d'électricité, faisait un minimum de maintenance
dans ces centrales à charbon, on aurait au moins diminué quelque peu de la pollution atmosphérique à Mohamedia. Et aussi d'enclencher une transition, parce qu'on le sait, maintenant, il faut aller vers une économie décarbonisée, mais il faudrait réfléchir à ça aussi parce qu'on a la centrale à charbon à Mohamedia est très, très ancienne, aussi, donc très polluante. C'est ça. À un moment, il faut réfléchir à ce qu'on puisse arrêter cette centrale à charbon. On ne peut pas continuer avec. Mais comme on a besoin d'énergie, il n'y a pas de. Les décideurs publics sont sur notre image. L'essentiel, c'est qu'il y a effectivement un moment écologique intéressant. D'ailleurs, je les cite dans l'article. Ils sont plusieurs fois cités dans le papier. Très bien. Vous donnez l'envie de lire votre article, mais on ne peut pas le trouver ici. Si une commande a été passée par le Forcem à la librairie Terre des Livres, donc j'attends la réponse du libraire pour lui faire porter des livres parce qu'on a un stock à Paris et donc passez par vos libraires pour qu'ils insistent et tout. Enfin, moi, je voulais rebondir sur ce que Salah disait sur le dilemme présenté de façon récurrente entre opposant l'écologie et l'économie. Ça n'est pas propre au Maroc, c'est la question partout dans le monde. J'ai entendu récemment un reportage sur la question de la sortie de l'Allemagne du nucléaire et les gens qui étaient interviewés dans ce sujet étaient aussi très préoccupés par la question de leur emploi et de leur stabilité économique. Quand on a présenté le livre à l'Institut français de Casablanca, il y a eu une personne qui était visiblement très renseignée sur ces questions, notamment de production d'énergie, et qui, elle, mettait en avant des aspects géopolitiques en disant mais la question de l'indépendance énergétique du Maroc, ce sont des vraies questions. La seule chose, c'est qu'on n'en a pas suffisamment connaissance parce qu'il n'y a pas de presse spécialisée dans ces questions-là. Donc, c'est un peu traité par le prisme de l'économie ou par le biais de la politique, mais très rarement comme un tout global. Or, ce que j'ai appris vraiment en travaillant sur ce livre et en discutant aussi beaucoup avec des collègues de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, c'est que toute la question de l'écologie, une des références sur ce sujet, c'est les 3 écologies de Félix Guattari, avec vraiment l'écologie matérielle, la question des matières qui rentrent, par exemple, en ce qui concerne le livre, dans la fabrication du livre, mais aussi l'écologie sociale, c'est-à-dire en gros tout l'écosystème social et économique qui contribue à faire tenir un ensemble, mais en 3e lieu, l'écologie symbolique. Et donc, pourquoi on le fait, quel sens ça a, et donc du coup, je pense que chacun de nos auteurs a abordé ces 3 niveaux, chacun à propos de son sujet, parce qu'il y a une description évidemment des faits quand on parle des algues, ou quand on parle du trafic du cèdre, ou quand on parle de la pollution, quand on parle de la sécheresse. Voilà, ça on décrit des faits, mais on décrit aussi des relations humaines. Quand on décrit des associations de femmes, des coopératives de femmes qui ne peuvent plus exister parce que les hommes partent et les hommes, ils assuraient la commercialisation. Voilà, on est en plein là-dedans. Quand Soufiane Nani décrit la sédentarisation forcée des nomades dans l'oriental parce qu'il n'y a plus d'eau, parce que la sécheresse est là et que les gens sont poussés à s'installer en périphérie des grandes villes et qu'il n'y a absolument aucun accompagnement pour leur permettre de s'installer dans des conditions dignes, de pouvoir scolariser leurs enfants, d'avoir accès à un filet social, dans une reconversion, dans l'abandon d'un mode de vie ancien, ancestral et le passage à la vie sédentaire dans les périphéries des villes, si ce n'est dans les bidonvilles, il a besoin d'être accompagné. Or, cet accompagnement n'existe pas
Donc, c'est aussi une problématique sociale. Et puis, c'est aussi des problématiques symboliques parce que quand Dunia Msefal parle des oasis, et elle parle aussi de toute une culture, du partage de l'eau, d'une démocratie locale, pour se partager cette ressource essentielle qui est l'eau. Et ce n'est pas seulement des outils de mesure de l'eau ou du temps pendant lequel on a le droit d'accéder à telle ou telle ressource en eau, mais c'est aussi toute une organisation sociale, tout un mode de négociation interne à la communauté. Et tout ça, ça fait partie d'un patrimoine culturel. Donc la question du sens, elle est extrêmement présente à ces trois... Enfin, elle traverse vraiment ce livre aussi, parce que ce qu'on défend, ça n'est pas seulement juste des paysages, mais ce sont des modes de vie et puis surtout une culture, quoi, un patrimoine culturel. Je voulais peut-être dire un petit mot, le temps que vous digériez ce que je viens de vous dire et que vous osiez poser une autre question. C'est que ce livre, c'est un peu le deuxième de la collection Enquête après celui-ci sur migration au Maroc, l'impasse, pour lequel vous nous aviez déjà invité. En fait, ce sont des livres de notre collection Enquête qu'on veut orienter de plus en plus vers une édition inclusive. Ce sont des livres qui impliquent des jeunes journalistes qu'on a formés dans le cadre du programme que En toutes lettres porte, qui est un programme qui s'appelle Open Shabab. Et Open Shabab forme des jeunes aux valeurs humanistes, donc l'égalité femmes-hommes, la lutte contre l'extrémisme religieux, la mixité sociale, les libertés individuelles. Et en même temps, on les forme au journalisme d'investigation. On s'adresse principalement à des étudiants journalistes et à des jeunes journalistes en poste, mais aussi à des jeunes cadres de la société civile. Parce qu'on estime qu'il y a un lien à retisser entre société civile et presse indépendante. Ça a fait ses preuves du temps du journal hebdomadaire notamment, parce que ça a permis de faire reculer des tabous. Et puis surtout parce qu'ils sont complémentaires. Ceux qui font des écoles de journalisme, vu l'état de la presse au Maroc et sa régression, on leur apprend des techniques. Mais on ne leur apprend pas à envisager un sujet de façon critique, à poser des questions et certainement pas de faire de l'investigation. Ils n'ont pas de cours d'investigation. Donc, ils découvrent l'investigation avec nous. Et, sauf pour certains qui n'avaient pas besoin d'aller passer par une école pour avoir les bons réflexes. Et inversement, les gens de la société civile, ils ont une remarquable connaissance et pratique du terrain, une remarquable capacité à identifier les bonnes pratiques, voilà, mais il manque d'outils et de technicité pour leur plaidoyer. Donc vraiment, ce sont des gens qui sont complètement complémentaires et qu'on essaye de mettre en réseau pour renforcer leurs compétences aux uns et aux autres et la portée de leurs travaux. Donc on a proposé à certains de nos jeunes lauréats, ceux qui manifestaient un intérêt particulier pour l'écrit, ce qui n'est pas toujours le cas parce que beaucoup s'intéressent à l'audiovisuel ou au podcast. Donc, l'idée n'est pas d'imposer à tout le monde de faire des chapitres de livres, mais ceux que l'écrit intéresse et qui ont des capacités, parce que vous savez à quel point l'école est en ruine au Maroc, donc la maîtrise de l'écrit, quelque part, elle est réservée à ceux qui ont eu la chance de faire les meilleures écoles et donc les plus coûteuses. Et ceux qui n'ont pas fait ces écoles-là, ça se voit, ça se ressent vraiment. Enfin, c'est un vrai marqueur social, hein, la maîtrise de l'écrit et la maîtrise des langues. Donc, quelque part, on ne peut pas exiger de tout le monde d'avoir des facilités à ce niveau-là, d'avoir eu accès à des bibliothèques parce qu'il n'y en a pas, d'avoir eu la possibilité de se frotter à ça. Mais ceux qui en ont la possibilité, on les invite à participer à ces projets de livres collectifs et à bénéficier d'un supplément de formation par les mentors qui sont nos amis journalistes professionnels, notre nébuleuse d'indépendants avec qui on partage les mêmes valeurs et les mêmes engagements. Salah, ça serait bien peut-être que tu dises un mot sur comment tu as travaillé parce que c'est la deuxième fois que tu accompagnes des jeunes.
contribuer aux deux livres, à la fois par ton chapitre à toi, mais en même temps en accompagnant quelqu'un. Et là, était toute travers. Voilà. On te retrouve. Inkilab. Renversement. Alors, si personne ne pose de questions, je vais oser vous en poser une qui déplace un tout petit peu le curseur. Je suis désolé, parce qu'il faut qu'on revienne aux défis climatiques et aux injustices et aux distorsions et aux déstructurations sociales qu'ils génèrent ou qu'ils contribuent à générer. Moi, c'est au sujet de la langue. Vous avez dit, Kenza, et je crois plutôt que Salah, si je me souviens bien, que le français était la langue de la caste, d'une caste. Je vous donne volontiers raison, ou c'est devenu la langue d'une caste. Mais on pourrait s'interroger sur l'usage du français il y a 50 ans, quand il y avait encore des coopérants. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous aviez l'air de dire que les gens en autodidacte, de milieux déjà alphabétisés, mais monolingues, enfin arabophones et peut-être berbérophone aussi, apprenaient l'anglais tout seul et qu'il y avait comme une sorte de glissement que l'anglais deviendrait, si j'ai bien compris, si je vous ai bien entendu, un petit peu la langue de la prise de conscience, la langue de la distanciation par rapport au discours officiel, etc. etc. C'est très possible, hein, parce que personnellement, je vois les choses de très loin, mais il me semble quand même que il y a une élite marocaine qui est passée à l'anglais déjà, qui court-circuite la France. Le colonialisme, c'est déjà tout à fait dépassé comme phase, comme il y a un transit qui se fait. On va directement dans les universités américaines. On va au Maroc même dans des établissements privés en anglais, etc. Et que c'est une carte que joue à fond l'élite pour se distinguer. Est-ce que c'est de ceux qui sont francophones? Est-ce que voilà, c'est une question que je vous pose, enfin, ou c'est en tous les cas une question que je me pose. Alors, la langue de la distanciation critique, pas seulement, mais les jeunes qui apprennent l'anglais en autodidacte ont bien conscience qu'on tolérera beaucoup plus facilement un anglais approximatif qu'un français approximatif et qu'on ne leur pardonnera pas d'avoir un français approximatif et qui s'exposerait à un jugement, à un mépris social. Voilà, il serait carbonisé en fait. Alors que pour l'anglais, étant donné que c'est un peu la langue des séries, de la musique pop, etc., il y aura plus de tolérance. Maintenant, ce que vous dites est vrai concernant la bourgeoisie, mais je pense que la ligne de partage, c'est pas l'un ou l'autre, c'est que la bourgeoisie la plus fortunée qui a déjà fait le choix de l'éducation dans des écoles américaines ou britanniques, eux, ils seront de toute façon multilingues. Et ils auront accès non seulement à l'anglais, mais au français, à l'arabe, mais principalement à l'anglais. Donc, ils seront déjà bilingues dans ces deux langues très importantes. Et surtout, ils auront une maîtrise de l'écrit. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu correctement à ce que vous vouliez dire. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, j'avais une petite question un petit peu innocente sûrement, mais ça m'intéressait tout ce que vous dites sur la formation, l'enseignement sur le terrain et notamment la distinction entre les écoles les écoles françaises là-bas et les écoles publiques marocaines. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une question, c'est surtout la question de la sensibilisation des jeunes au Maroc concernant justement toute votre thématique de l'environnement, de la justice climatique, la justice sociale. Voilà, je voulais savoir s'il y avait des sujets, parce que je sais que dans les systèmes nordiques, on commence en tout cas à avoir une certaine sensibilisation à la question du droit de l'environnement, à la question d'essayer de faire bouger un peu les choses. Voilà, donc c'était ma question. Là, tu veux répondre? Vas-y.
Sur la question, il me semble qu'il y a une société civile super active et assez jeune et assez dynamique sur ces questions-là. Maintenant, c'est pas le seul sujet qui est pris en charge, mais effectivement, il y a quand même pas mal d'initiatives qui donnent espoir, qui montrent que c'est de plus en plus pris en compte. Nous avons aussi un soutien nous sommes accompagnés ces livres par la fondation Heinrich Böll, qui est affiliée au Parti des Verts en Allemagne et qui est très active aussi sur ces questions-là. Donc, ils n'arrêtent pas de faire des guides qui sont publiés en ligne gratuitement, qui sont mis à disposition sur leur site internet, qui permettent de documenter ces questions, de sensibiliser. Là, récemment, ils ont lancé un podcast en français et en arabe sur ces questions-là, avec un ciblage justement des jeunes. Donc, je pense que c'est en train de bouger. Les écoles sont très sensibles aussi à ces sujets, sont très actives sur les journées mondiales liées à la protection de l'environnement, etc., mettent en jeu les bonnes pratiques. Par exemple, une des autrices qui a été le plus demandée par les écoles françaises, c'est notre collègue Rita Zinn, qui a travaillé sur l'agroécologie parce que c'était directement aussi inspiré du journalisme de solution. Donc, c'était peut-être aussi des choses que les enseignants souhaitaient particulièrement faire passer aux élèves. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions à propos de ces sujets-là, quoi. J'ajouterais, Kenza, par rapport à cette question, qu'effectivement, il y a aussi un renouveau grâce à la naissance d'un mouvement des colibris. Donc après le même mouvement qu'avait créé le feu Pierre Rabhi un peu partout. Et donc il y a eu l'émergence de ce mouvement qui a créé l'embryon de quelque chose de nouveau, qui connecte d'abord les pratiques ancestrales en matière d'agroécologie, des pratiques agricoles, et aussi un renouveau autour des questions qui intéressent aujourd'hui les jeunes, parce qu'il y a un intérêt des jeunes. On avait fait une journée, le mouvement Jeunesse pour le climat. On le voyait émerger, mais ça a un moment coïncidé avec le Covid, donc les gens ne sont pas beaucoup mobilisés en raison de ça. Mais il y a l'émergence d'un intérêt, on le voit d'ailleurs dans les discussions. Autour du livre, à chaque fois, c'est un intérêt très très jeune pour ces questions-là. Et il y a aussi la jeunesse rurale qui s'intéresse. Je donne l'exemple d'une ville minière très connue pour ses luttes sociales, qui s'appelle Imeder, où il y a une mine d'exploitation de minière là-bas, propriété de la holding royale, et la mobilisation était très très jeune. En fait, c'est les jeunes qui ont pris la relève de ce mouvement social, qui était à la fois un mouvement, encore une fois, autour du travail, du droit de travail, des jeunes qui revendiquaient du travail dans la mine, mais aussi revendiquaient une meilleure répartition des ressources, notamment hydrauliques, et aussi la préservation de la nature. Je vous invite à aller voir sur Imidar, c'est I-M-I-D-E-R, donc très très intéressant combat des jeunes ruraux de cette région du Maroc, au nord-est, au sud-est, pardon. Je peux dire un mot, Ah oui, Gabriel? oui, alors, si je peux juste dire un mot par rapport à ça, parce qu'il se trouve que nous avons invité un jeune qui était d'Emidar et qui était parmi les activistes et les militants, qui s'appelle Omar Moudjan. On l'avait invité en décembre 2018. Et en plus, c'était pour présenter un documentaire sur la lutte d'Emidar. Alors, il se trouve que moi, je connais bien aussi cette région puisque j'ai été plusieurs fois. Voilà. Et c'est vrai que, de toute façon, tous ceux qui vont sur la route nationale, de toute façon, on peut pas les rater puisqu'ils sont tout le temps devant la route. Ils se relaient. On retrouve d'ailleurs, souvent, c'est des familles, hein, voilà, avec des banderoles. Et c'est vrai que c'est une région, voilà, c'est une région aride
Et cette mine-là, elle pompe toute l'eau, enfin, c'est de la nappe phréatique, hein, ce qui fait que ben, dans cette région-là, les gens maintenant, ils sont obligés d'aller des fois, dans certaines périodes de l'année, carrément d'acheter de l'eau voilà, pour boire de l'eau. Et en tout cas, nous, voilà, nous, on était vraiment très, très contents de les avoir invités. Et c'est vrai que c'est important. Et surtout, enfin, bien sûr, eux, ils sont directement touchés, hein, puisque c'est des gens qui vivent. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la forme et l'organisation de leur lutte. Voilà. C'est vraiment important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Daniel, Zahir. Merci. je peux dire un mot, Daniel? Pardon, j'entends mal, excusez-moi. Oui, bonsoir Daniel, c'est moi, c'est tard. Je Oui, peux oui, tard, oui, oui, bien intervenir. sûr. Bonsoir, oui, bonsoir. Je reconnais ta voix. Ah, alors, je m'excuse d'abord parce que je suis arrivé un peu en retard. Je participais à une autre réunion et je voulais intervenir pour remercier Kenza et M. Lemaizi pour cette présentation très claire et très, très, très riche, hein. On a beaucoup appris. J'espère que bon, le livre participera à une prise de conscience de la fragilité de la planète, de la fragilité de l'environnement, et que nous, je pense que Zahir a fait passer donc une commande de 10 livres. On essaiera de faire connaître votre... Vous entendez? On t'entend plus, ça. J'entends plus, oui. Pardon, excusez-moi. Oui, ça a coupé. Donc, on essaiera de faire connaître votre livre ici à Lyon. Et ce que je voudrais vous poser une question, mais franchement, je suis pas connaisseur, j'avance vraiment profane. Et sur le cadre juridique, réglementant un peu le droit de l'environnement au Maroc. Je sais qu'il y a une loi en Algérie, il y a un texte aussi en Tunisie. Alors, pour permettre aux associations, aux militants, aux journalistes et à toutes les personnes qui sont engagées sur le terrain, est-ce qu'il existe un cadre juridique qui permette aux associations de s'appuyer sur le dispositif juridique afin justement d'agir sur le plan de la justice, saisir les pouvoirs publics en soulevant tel texte de droit, telle loi, telle disposition. Est-ce que ce cadre juridique existe au Maroc? Est-ce qu'il est utilisé par des associations? Cela étant, on peut militer sans qu'il y ait de cadre juridique. Non, simplement, c'est une curiosité si vous avez une réponse. Et encore une fois, merci beaucoup à vous deux. Merci. Alors, tu veux répondre? Oui, oui, oui. Je dirais un mot par rapport au cadre juridique en pensant aux différents textes, parce que dans l'ensemble des enquêtes ou des reportages, ils évoquent les cadres juridiques. Donc au Maroc, le Maroc, est, comme dans d'autres domaines, est bien doté en termes de cadre juridique. Donc plus ou moins, on a d'un bon cadre juridique. Le problème, c'est la mise en application de ce cadre-là sur le terrain, parce que à la base, on a un problème d'état de droit. En fait, c'est la règle de droit n'est pas respectée. S'il y avait le respect de la règle de droit, sur l'environnement, comme sur d'autres domaines, des droits humains, etc., on n'aurait pas eu ces problèmes, notamment pollution, problèmes de braconnage de cèdres, problèmes de déforestation qui sont évoqués dans les livres, ou même le problème de la gestion des déchets évoqué par Mustafa Zaïdraoui. Donc, le cadre juridique existe, il n'est pas appliqué convenablement parce qu'il y a des collisions souvent entre pouvoir politique et pouvoir économique, ou parce qu'il y a une mauvaise volonté de mettre ça. Je donne l'exemple, par exemple, sur les études d'impact. Il y a une loi marocaine sur les études d'impact. C'est une loi très, très importante parce que, comme vous le savez, avant de réaliser n'importe quel projet, notamment les projets qui auront un certain impact sur l'environnement, une station de dessalement, ou bien même une station d'énergie renouvelable, éolienne ou solaire, il y a une étude d'impact qui est réalisée. Dans certains moments, les études d'impact ne sont pas réalisées, ou bien les résultats ne sont pas publiés, rendus publics. Le formalisme, des fois, est respecté,
mais on ne va pas jusqu'au. Moi, j'avais réalisé une enquête après le livre sur la station sur le fleuve Melouia à l'oriental, à Oujda, près d'Oujda. Il y avait ce problème-là et qui a été soulevé par les écologistes là-bas, notamment un monsieur que peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Mohamed Ben Atta, qui est un des grands écologistes au Maroc. Mais en gros, le cadre juridique existe, mais en absence de l'application de l'état de droit, ceci ne s'applique pas. Mais c'est une bataille à mener, bien sûr, et à rendre visible. Donc voilà, peut-être Kenza, si tu veux ajouter. C'est comme pour d'autres domaines, comme les droits des femmes. Le Maroc est très doué pour ratifier des conventions internationales, mais la mise en œuvre tarde. Et puis, il y a aussi une question je veux dire, on peut avoir une très belle loi si on ne forme pas les élus ou les personnes qui travaillent dans la fonction publique. On s'expose à les rendre totalement inopérantes, et comme on a une culture quand même de la bureaucratie qui est très ancrée, ça complique énormément les choses voilà, pour les interventions. Et puis parfois, il y a des fausses bonnes idées. Ce que décrit Mohamed Taleb au sujet de l'algue rouge, c'est typique voilà, encore une fois, d'une loi qui a été pensée sans les gens. Donc, il y a un encadrement, par exemple, de la production d'algues. Vous savez que l'algue rouge sert à la production de l'agar-agar, qui a une grande valeur, qui est très prisée dans plein de domaines comme la pharmacie, notamment la gastronomie, la confiserie, l'esthétique, la cosmétique plutôt, donc plein d'emplois qui en font une ressource très très importante. La seule chose, c'est que on est vraiment dans la configuration où c'est la seule ressource disponible pour des populations qui sont en situation de très grande précarité. Et du coup, c'est le cercle vicieux de je ne dispose que de ça, alors je vais le surexploiter, donc je détruis l'unique matière première à laquelle j'ai accès. Et en même temps, je n'en bénéficie pas parce que déjà, je risque ma peau au sens propre pour l'exploitation de ces algues. C'est vraiment quelque chose de très dangereux, d'usant, d'épuisant. Et en plus, ce sont les revendeurs qui font des fortunes sur ça et pas les petits pêcheurs qui risquent leur vie. Alors, il y a eu une volonté d'endiguer le phénomène et donc de limiter, d'imposer des quotas, des barèmes, mais dans les faits, ça s'est fait au bénéfice de grossistes et ça a poussé encore plus dans la précarité les pêcheurs et notamment, pas seulement les pêcheurs, mais les femmes qui traitent les algues, où là c'est la double peine, l'exploitation économique et sexuelle de façon quasi systématique. Voilà, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Enfin, alors que ce n'était pas initialement prévu pour ça. Eugène Blond, une question, on n'entend pas. On ne t'entend pas, Eugène. Vous l'entendez? Non, mais je n'avais pas trouvé le bon endroit. Et donc, simplement, je n'ai pas retenu le nom de la librairie de Lyon auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. C'est Terre des Livres. Terre des Livres, c'est où ça? Dans quel quartier? Rue de Marseille. D'accord. C'est rue de Marseille, voilà. C'est pas loin de l'université, Lyon 2. Et pouvez-vous dire le titre de vos ouvrages, s'il vous plaît? Je vous l'envoie. On ne voit pas bien. Alors, Maroc. Justice climatique, urgence sociale. De toute façon, c'est le titre de la conférence. Oui, hein. d'accord. Et les autres livres, vous les avez aussi sur le... Je vais partager le lien de notre catalogue en mode commentaire, comme ça, si vous êtes intéressé. Terre des Livres a quasiment tous nos titres, ils nous accompagnent depuis des années. Donc, Alors, moi j'ai une suggestion à faire à notre ami Daniel.
comme son bouquin est apparu, et donc on peut le consulter ou l'emprunter à la bibliothèque de la Pardieu. Et il faisait partie de la sélection et qui était présenté dans la petite brochure mensuelle. Peut-être qu'il serait en mesure de faire la même promotion pour le livre dont on vient parler. C'est une suggestion, simplement. Là, on t'entend pas, Daniel. Ouais. Alors, juste pour la bibliothèque municipale de Lyon, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de la bibliothèque, il y a un lien qui permet de faire des propositions d'achat à la bibliothèque. Du coup, le livre, si ce livre-là, si vous voulez que la bibliothèque municipale de Lyon l'achète et qu'il le présente, il faut juste remplir une fiche, voilà, et là, il l'achète. Moi-même, j'ai fait plusieurs fois des propositions d'achat sur des livres que j'ai lus, qui sont intéressants. Et en fait, ils les ont achetés. Ils les ont achetés et ils les ont mis en présentation. Voilà, il faut le savoir en fait. Voilà. C'est sur le site de la bibliothèque municipale de Lyon. Et il y a un lien, proposition d'achat, et là, on peut faire la proposition, ils peuvent l'acheter. Et d'ailleurs, je pense que c'est le même principe sur la plupart des bibliothèques en France. Voilà. J'aurais une petite question, si je peux la poser. Bien sûr, Yara. Donc, bonsoir tout le monde, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Je me demandais si, au moment des investigations et des différentes rencontres avec les gens qui sont dans les différentes régions où vous vous êtes rendus, parce que les différentes enquêtes du livre montrent bien qu'il y a eu quand même vraiment un dialogue. Enfin voilà, les différents journalistes sont allés à la rencontre des habitants pour leur poser des questions. Et est-ce que ces personnes interrogées, rencontrées, savaient que ces investigations allaient donner lieu à un livre, et est-ce que éventuellement est-ce qu'on pouvait constater de l'intérêt? Est-ce que ça pouvait créer une sorte d'attente ou de réflexion sur ces questions dans ces régions-là, peut-être d'attente de voir le livre une fois fini? Déjà, c'est un terrain qui a été particulièrement mouvementé parce qu'il a été fait juste après le confinement. Enfin, on avait plein d'incertitudes. On a une des jeunes journalistes qui est tombée malade, qui a eu le Covid de façon assez sévère. Donc, c'est un livre de la pandémie, en fait. Ça, voilà. Maintenant, on a la chance, avec la Fondation Heinrich Böll, d'avoir la possibilité de retourner vers les communautés et de recréer un lieu de débat et tout. Donc évidemment, c'est ça le but, et c'est en cours, avec tous les aléas d'une promotion après 2 ans de pandémie, très peu de rencontres, beaucoup de limitations encore sur le nombre de personnes qui peuvent se rassembler. Il y a eu des moments où on était avec couvre-feu, frontières fermées, etc. Bon, les frontières fermées, ce n'était pas ce qui nous a impacté, mais il y a eu des périodes où il fallait une autorisation administrative pour circuler de ville en ville. Donc, ce n'est pas la période la plus facile pour échanger, mais maintenant, ça reprend, donc on reste optimiste et puis on essaye. L'idée, déjà, c'est on a bénéficié de tout ce savoir qui remontait de la société, et l'idée, c'est de retourner avec le livre pour les valoriser et pour peut-être permettre aussi d'autres prises de conscience, mais en aucun cas on a la légitimité de se substituer aux acteurs locaux. Nous, on est une caisse de résonance, mais ce sont vraiment les citoyens locaux qui ont la responsabilité de faire bouger les choses. Donc, si le livre peut permettre d'accompagner ces processus, ça sera très bien. Salah, toi, tu avais participé à un faux plan, en fait, ou à une initiative de quelqu'un qui s'intéressait Oui, à ce livre.
mais en fait qui avait peut-être. Non, moi je trouvais l'idée intéressante. En fait, on avait fait ça, c'était super comme idée. Et en fait, c'est ça l'intérêt en fait du livre. L'important, c'est de réunir les gens, surtout en ce moment où les gens vivent un peu isolés, où la pandémie nous éloigne. En fait, via Kenza, on a reçu une invitation pour participer en fait à une journée. On est parti faire de la randonnée dans une forêt près de Casablanca. On a fait une belle journée de randonnée. On était en famille. Et ensuite, quand on a bien mangé, discuté et tout, donc on a dit, l'objectif, c'est de présenter le livre aux gens. Et donc, c'était un bon moment de discussion autour du livre, aussi à l'adresse d'un public qui n'allait jamais connaître ou savoir que ce livre existe. Et c'était super intéressant. C'était des moments de rencontre aussi intéressants. Donc, ceci dit, j'ajouterais avec un peu plus d'ironie qu'il y avait 40 personnes et 14 livres vendus. Puis encore, les gens s'inscrivent, payent pour la journée, pour le gueuleton, mais ne pensent pas acheter un livre qui est vraiment en plus accessible par rapport à leur pouvoir d'achat. Donc la route est encore longue pour le plaidoyer. Oui, mais l'expérience était intéressante. L'expérience était sympa. J'ai fait une belle randonnée. Une belle randonnée ce jour-là. Bon, est-ce que je peux dire un mot, du coup, Kenza, sur aussi le travail que tu es en train de faire pour la publication de notre prochain livre aussi, pour dire aussi que voilà, hein, la maison d'édition de Kenza aussi va nous permettre de publier un livre collectif sur la question des minorités et de l'autochtonie sur le bassin méditerranéen. Voilà, elle a fait un travail énorme aussi, hein, qui sera publié prochainement. Oui, et puis je suis très contente que tu évoques ce livre parce que ça fait des années qu'on en discute d'une part, mais c'est un livre d'une très grande qualité et qui s'inscrit complètement dans quelque part dans l'approche citoyenne qu'on est en train d'affirmer de livre en livre. Et par là, peut-être peut dire un mot sur la façon dont il envisage de coordonner cet ouvrage. Alors pour nous, c'est une première et j'aimerais beaucoup pouvoir creuser dans ce sillon. C'est que c'est un livre qui ne parle pas seulement du Maroc, mais qui parle du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Libye, des Kurdes, donc répartis entre la Syrie, l'Irak et la Turquie, des minorités en Syrie. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse faire des publications internationales pour décloisonner un peu le monde intellectuel du Maroc. La production éditoriale marocaine est très, très, très autocentrée, avec très peu de choses concernant d'autres pays. On espère que ça permettra d'apporter un peu d'autres horizons. Je suis optimiste parce que comme j'ai fait ma thèse sur la revue Souffle et que c'était quand même une revue qui a eu une caisse de résonance dans l'ensemble du Maghreb et plus largement dans le tiers-monde avec quelques correspondants, mais aussi qui accueillait ces auteurs dans son équipe. Je me dis que pourquoi pas faire venir le monde encore une fois au Maroc. Par si tu veux développer sur voilà, cette idée, cette réflexion sur l'État et sur la société qui se dégage de ce livre. Oui, alors bon, l'idée d'abord, moi, effectivement, je remercie beaucoup Kenza encore une fois d'avoir accepté de le publier parce que c'est pas évident c'est pas évident. Vous m'entendez? Oui. C'est pas effectivement évident de trouver un éditeur qui soit un peu intéressé par ce projet éditorial. Donc, ce projet est né d'une série de conférences que nous avions organisées à l'École normale supérieure, ici, grâce notamment à Frédérica Bekassis et d'autres. Je ne suis pas le seul à ne pas comprendre ce que tu dis. Alors, il faut peut-être te rapprocher de son micro. Et je crois que Daniel en sera content aussi. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Oui, ça va. Il y a vraiment un souci avec mon ordinateur.
Et donc, je disais que bon, ce projet est né très rapidement d'une série de conférences que nous avions organisées à l'École normale supérieure et à l'IEP grâce à Frédéric Abécassis qui nous a ouvert les portes de l'École normale supérieure, avec la participation des historiens Daniel Rivet, le regretté Gilbert Millier et d'autres membres de Forsem. Et puis ensuite, nous avons, je crois, organisé un colloque sur les minorités, sur l'autochtonie en 2015, hein, si mes souvenirs sont bons, sur la question donc des minorités. Alors, nous avons traité avec Tawfiq Aklimondos, qui est enseignant à l'Université du Caire sur la question copte, donc en Égypte. Aussi nous avons eu la présence de Kamel Dinfral, le regretté Kamel Dinfral, qui a été ensuite décédé en prison, a fait une communication, a présenté une communication sur les Mzab, les Mouzabites, les Ibadites au sud de l'Algérie. Donc, sur le Maroc, il y a une excellente communication du professeur Chaker, qui a présenté une communication sur la question berbère au Maroc, et en Algérie, sur la question kurde. C'est un ami et un collègue, un ancien collègue de Daniel, c'est Hamid Bouzarslan qui nous a transmis donc une communication sur la question kurde. Donc, j'ai abordé de façon un peu globale, de façon générale, la question de la Turquie, la question des chrétiens d'Orient, des Assyro-Chaldéens, des Coptes, de la question des Yézidis, mais aussi la question berbère au Maghreb. Et la problématique étant que ces sociétés ne fonctionnent pas, mais j'avance sur un terrain qu'il faut encore, ce ne fonctionne pas à l'altérité. En fait, ne se définissent pas dans l'altérité. Et quand l'altérité s'exprime dans ces sociétés, très vite, elle est réprimée. On voit en l'espace de quelques décennies que le Moyen-Orient s'est vidé de sa minorité chrétienne, de sa minorité juive. Les Coptes sont régulièrement opprimés, ne sont pas très protégés, mais les Coptes ne sont pas une minorité. C'est des millions de Coptes, entre 10 et 15 millions. Nous avons également le statut de la question berbère, même si ce statut a évolué. Il reste encore beaucoup de choses à faire dans ces sociétés pour qu'elles se construisent dans l'altérité, pour qu'elle accepte la différence, pour que le statut des minorités ou d'autochtonie soit doté d'un statut juridique évidemment reconnu et non pas simplement le fait qu'elle soit tolérée. Pour l'instant, les questions des minorités ou de la différence est souvent traitées comme des groupes humains qu'il faut tolérer de temps en temps. Parfois, il faut réprimer, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces sociétés acceptent, et notamment les régimes, acceptent l'idée de… Taral, on t'a perdu. Ah oui, pardon, j'ai vraiment un sérieux problème avec mon ordinateur. Je ne vais pas être long, mais j'espère Oui, que… ne sois pas long, s'il te plaît. Oui, Parce que… voilà, je ne vais pas être long. J'arrête pratiquement là, simplement, le livre sortira, j'espère, bientôt. Kenza décidera, évidemment, en fonction de son agenda. Mais en fait, ce n'est pas seulement mon agenda, c'est-à-dire que le métier d'éditeur au Maroc était presque un métier de saisonnier parce que là, il y a le Ramadan qui arrive vers avril. Et donc, Ramadan, on ne parle pas des livres et si on veut sacrifier un livre, on le sort pendant le Ramadan. Si on le sort juste après, on risque d'avoir une fenêtre de tir assez étroite. Ça peut être jouable parce que cette année, le salon de Casablanca ne sera pas à Casablanca, mais sera à Rabat et ça sera non pas en février, mais en juin. Donc, ça pourrait être l'occasion de faire une sortie à ce moment-là, sachant que juste après, il y a l'été, donc les libraires ne veulent plus entendre parler des éditeurs de littérature générale parce qu'ils se consacrent exclusivement aux scolaires et c'est parti jusqu'en octobre. Donc, en gros, c'est soit début mai, soit octobre. D'accord. Voilà, mais c'est cette année, c'est sûr. OK. Juste d'un mot, je vais vous montrer le livre de Daniel. Là, donc, Eugène a parlé du livre de Daniel. Félicitations, donc, Daniel. Promotion du livre de Daniel qui vient de sortir. Donc, c'est L'islam et politique au XXe siècle. Je l'ai reçu aujourd'hui. Hein, donc, je remercie bien Daniel. Je l'ai reçu. Je pense qu'il fera l'objet aussi d'une intervention. Daniel nous présentera ça dans le cadre du programme de Forsem dès qu'il sera disponible. Voilà, je vous remercie.
Moi, Pardon. Pardon, non, allez-y. Oui. Média d'abord. Un petit renseignement pratique. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le nom d'une librairie intéressante à Casablanca? Parce que je ne désespère pas d'y aller cette année. Mais bon. Livre-moi. Une librairie, vous dites? Elle s'appelle comment? Livre-moi, tout attaché, .ma. D'accord. Merci. Les livres. Je vous mets le lien en référence. Alors, ils ont une histoire assez marrante parce qu'au départ, ils avaient envie d'être l'Amazon marocain et de faire une librairie en ligne. Ils ont commencé comme une librairie en ligne, mais comme les gens ne voulaient pas payer en ligne, ils ont fini par ouvrir un bureau et ce bureau est devenu une belle librairie et c'est la meilleure librairie de Casa maintenant. Et Islam et politique, c'est chez quel éditeur? Daniel, le livre. Ton livre, Islam et politique. Repère, la collection Repère à la découverte. À la découverte. Voilà. Moi, je voulais poser une question à nos deux invités et revenir à leur livre. Vous avez dit que les nomades du Maroc oriental, Douimenia, Beniguilde, etc., la sécheresse les avait fait fuir dans les villes. Mais est-ce que c'est définitif? C'est la question que je vous pose parce que j'avais lu il y a une dizaine d'années l'excellent bouquin de Hassan Rachid que vous devez connaître, Comment rester nomade, et il montrait l'acharnement de ces gens troquant évidemment le 4x4 contre le dromadaire, mais aussi inventant de nouvelles techniques, se sédentarisant à moitié pour permettre de scolariser leurs enfants et de faire que leurs femmes aient accès à un logement stable, à l'eau, etc. Mais l'acharnement de ces gens, de ces gens du désert, enfin de la steppe plutôt, la Badia, à comment dire, trouver des stratagèmes pour rester nomade. Alors, si je comprends bien, ma question s'adresse à vous deux. C'est fini. C'est pas, vous écrivez non pas la conclusion, mais d'une certaine manière un autre livre. Enfin, comment ils ont quitté la steppe et comment ils se sédentarisent. Enfin, vous avez fait une enquête sur ce sujet, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez en parler un tout petit peu? Alors, ce n'est ni Salahdine ni moi qui avons fait ce terrain, puisque c'est Soufiane Hemnani. Il y a quand même des paramètres peut-être plus récents par rapport au travail de Hassan Rachid. C'est déjà le fait que les frontières restent fermées, donc ça limite la possibilité de déambuler sur un territoire et de se déplacer. Les frontières avec l'Algérie, on entend. Et puis, la sécheresse s'aggrave. C'est un phénomène qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur, quoi. Enfin, et ça c'est jusqu'à nouvel ordre pas réversible. Donc, si les conditions... Je formule une hypothèse parce que ça n'est pas moi qui ai fait le terrain et je n'ai pas eu l'occasion d'entendre de première main ce qu'en disent les personnes concernées. Mais ça semble très complexe de reprendre la route, quoi. S'il n'y a pas d'eau, s'il y a des espaces de plus en plus réduits ou circulés, et vous faire paître les troupeaux, parce que c'est aussi un mode de vie lié à l'élevage, quoi. Enfin, absolument. Oui, exactement. Le travail de Soufiane, c'est un reportage de terrain avec les nomades. Et ce qui montre, c'est que les gens sont en train de perdre on est en train de perdre ce mode de vie. J'ajouterai 2 points. Aujourd'hui, ce n'est pas évoqué dans le livre, mais ça rejoint le constat, en fait. C'est qu'il y a aujourd'hui un conflit du fait de ce réchauffement climatique et de la sécheresse. Aujourd'hui, pour trouver des pâturages et pour trouver pour le bétail et pour les nomades se déplacent de plus en plus au centre du Maroc. Donc, ils sont en conflit, et ça, c'est un vrai sujet émergent et même à surveiller. Les conflits avec les populations amazirophones et amazirs dans le Souss-Massa. Et donc, ça crée beaucoup de tensions communautaires qui sont assez rares au Maroc. Donc, ce qui fait que des tensions entre les populations nomades
et les populations amazighophone, donc des gens du Souss surtout. Et il y a tout un mouvement social qui s'appelle les RL, en fait, RL, oui, autour de ça. À cela s'ajoute un autre point qui est à surveiller, en fait, c'est le problème plus de la frontière algérienne qui est fermée, et au sud, c'est le problème du Sahara, ce qui met les gens, les nomades un peu bloqués. Il s'ajoute aussi la prédation des terres de la part c'est très peu évoqué, c'est un sujet quasiment tabou au Maroc. C'est la prédation des terres par les princes du Golfe, en fait, qui s'approprient les terrains, de très 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 vastes terrains, pour exercer la chasse, en fait. Et ça montre toute l'injustice. Et ça, c'est un cas d'injustice climatique. Y compris sur des espèces protégées. Exactement, sur des espaces protégés, en créant eux-mêmes des réserves, notamment pour la chasse de gazelles et la chasse avec les oiseaux, en fait, chasseurs, etc. Mais les faucons, en fait, les faucons pèlerins et tout. Donc, c'est un vrai enjeu encore. On pourra en faire un autre livre que pour ces questions-là, et qui demeurent très, 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 très peu visibles. Est-ce que vous avez encore... Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi j'ai simplement une remarque à faire, mais je la ferai après vous, après les questions de nos auditeurs. Une remarque qui s'ajoute à la vôtre au sujet des princes arabes, enfin saoudiens. Saoudiens. Oui. Alors je me permets de la faire pour rompre le silence. Je faisais une recherche sur un officier, Henri de Castres, qui se baladait plus au Maroc qu'en Algérie, selon la frontière définie en 1844, et impunément dans le Chott Tigri. Et je me demandais comment c'était ce Chott. J'ai eu la curiosité de regarder sur Wikipédia, sur le web, et j'ai vu un film. C'était des Français, vous voyez qu'il n'y a pas que les princes arabes, qui étaient en 4x4 et qui roulaient dans ce Chott, et de penser qu'autrefois c'était des béniguils, c'était des chameliers, qui poussaient leurs moutons, enfin, et de voir maintenant que c'était des 4x4, c'était des Français plutôt modestes, en Toyota. On les voyait manger du saucisson et boire du pastis. Je suis un peu dans les clichés, mais donc vous voyez, il n'y a pas que les princes arabes, mais eux n'achètent pas la terre, hein. Mais ils traversaient, et ça aussi, je dois dire, pour quelqu'un qui essaye de revenir au Maroc, pas seulement en touriste, c'est quelque chose de très... qui pose question, de voir tous ces gens en 4x4, tous ces touristes, alors qu'il y a des petits bergers qui sont à pied, qui les regardent passer. Enfin, je veux dire, dans le sud, du moins, bon, voilà, ça rejoint vos questionnements, ça rejoint l'imaginaire politique que vous essayez de construire. C'est un tout petit témoignage, mais j'espère surtout que je n'interdirai pas des dernières questions de surgir, parce que on va lire votre livre, on va aller à la bibliothèque. Elle n'est pas près de la faculté, elle est au-delà, elle est plutôt près de la voie de chemin de fer, rue de Marseille, je me permets d'ajouter. Non. Une trame. Donc, y a-t-il encore d'autres questions? Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, Daniel, ce n'est pas l'apanage des étrangers de venir mettre du bazar. Je me suis retrouvée dans la région d'Assila, à me promener sur une plage. Tout d'un coup, on a vu débarquer une vingtaine de 4x4. C'était des gens qui avaient décidé de faire une balade à la plage en 4x4, donc ils dérangeaient les gens qui se promenaient, ils dérangeaient les animaux, et donc quand on s'est adressé à eux, en plus, il n'y avait pas que des 4x4, donc il y a une voiture normale qui s'est enlisée, et donc du coup, ils sont tous allés l'aider, enfin c'était juste pathétique, et puis les moteurs qui tournaient, et puis voilà. Et comme on s'est adressé à eux en arabe pour leur dire que quand même, ça serait malin d'aller avec leur voiture ailleurs, le type
nous a répondu en arabe, tu te crois en France? Et donc, il a dit que, alors, on va vous expliquer deux, trois petites choses. C'était bon, le plaidoyer est pour tout le monde, quoi. Voilà. Ceci dit, des 4x4 sur la plage, moi je me rappelle en 94, j'ai travaillé comme vendeur sur la plage quand je suis arrivé en France. Et ben, je peux te dire que surtout le soir, eh ben, il y avait des 4x4, hein. Il y avait des Français qui venaient faire voilà, du 4x4 sur les plages. Et je peux rajouter que je peux rajouter quelque chose. Oui, oui, bien sûr. Oui, quand on randonne en France dans les montagnes de Savoie, on est parfois gêné par les chasseurs. Hein. Faut pas, c'est général. Hein. Là, on aborde un sujet franco-français à propos de la chasse, mais vous avez tout à fait raison, je ne vous contredis pas du tout. Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh bien, merci à tout le monde et merci aux intervenantes et aux intervenants. C'est Voilà. nous qui vous remercions. On est toujours très Merci touchés beaucoup. par votre accueil chaleureux et votre soutien. Et ça c'est fait un plaisir plaisir de de- voir les jeunes aussi, et des jeunes qui participent. Voilà. Vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? Alors, Merci beaucoup. il y en a une qui m'a envoyé un message pour dire que Elle n'avait plus de réseau. elle avait plus de réseau. Alice, c'est pour ça qu'elle Alice, est notre partie. petite fille, c'est pour ça qu'elle est partie, mais Elle vous remercie. elle vous remercie. Enfin, bon, excusez-moi de cette embardée familiale. Ouais. En tous Alors, les cas, oui, juste pour dire que comme cette conférence est enregistrée, du coup, elle sera disponible sur le site de Forsam pour ceux qui veulent la regarder. Voilà. Ouais. Merci à toute l'équipe du Força, merci à toutes les personnes qui ont bien voulu assister avec nous. Et c'était un plaisir de vous voir tout le monde, même en ligne, de Donc, discuter. bientôt en Afghanistan, c'est ça? Et bientôt en Afghanistan? Oui, ça sera mercredi prochain à 19h. Voilà, ça sera sur l'Afghanistan. Ouais. en tout cas, très sensible à votre démarche, accompagner, écouter, faire du terrain, faire parler les gens, parce que on est tellement submergé par des gens qui parlent à la place des gens qui devraient parler que, y compris sur le Maroc, bien sûr, de vous entendre parler et à l'écart des discours officiels, je crois que ça nous a tous fait du bien. Donc, à vous aussi, à tous les deux, un très grand merci. Merci. Jazil, je ne sais pas le dire en amazigh, mais bon, voilà, ça sera dit dans de langues. Il reste maintenant le judéo-arabe. Là, je sèche. Une tournée complète des langues pratiquées au Maroc. Et en anglais, bien sûr, puisque vous nous avez dit que tout le monde... que beaucoup de... Ça, c'était très intéressant, cette lumpen intelligentsia qui s'auto-fabrique sa propre subculture en anglais. Nous retenons bien sûr cette information aussi parmi toutes celles que vous nous avez délivrées. Donc, voilà, je me permets au nom de tous vos auditeurs de vous remercier encore très, très chaleureusement tous les deux. Merci. Merci. À vous tous et merci toujours vos mots, Daniel, les Ariel, les Tara, et tout le monde. Voilà.